Edgar Morin, 59 ans, sociologue. Une profession prestigieuse, mais que les parents ne conseillent plus à leurs enfants. Les universités ont produit beaucoup trop de sociologues ces dernières années. Alors, la sociologie est-elle une profession de luxe pour période d'expansion économique? Et d'abord, à quoi sert un sociologue? Ça sert à faire de la sociologie. Alors vous pouvez me dire à quoi sert de faire de la sociologie? Au premier niveau, ça sert à penser la société, à savoir ce que c'est que la société. Alors, à un deuxième niveau, si vous pensez bien la société, à ce moment-là, ça peut vous servir à l'action politique, à l'action sociale. Mais jusqu'à présent, la sociologie n'a servi à rien. Et je dois dire, heureusement, parce que quand vous voyez que des connaissances scientifiques sont très efficaces, n'est-ce pas, comme la physique nucléaire ou comme maintenant la génétique, ça peut provoquer aussi bien de très grands bienfaits que de très grands dangers. Or, imaginez que la science sociologique serait vraiment efficace. Je crois que ça serait épouvantable, vu l'état politique du monde. Et comment devient-on sociologue? Est-ce qu'il faut des qualités particulières? Oh, je ne sais pas, il y a les qualités particulières. Je crois que, vous savez, moi j'ai vécu une époque où la sociologie n'était pas enseignée, n'était pas moins une formation. Dans le fond, la licence de sociologie, c'est-à-dire le moyen classique de devenir sociologue, n'existe que depuis la fin des années 50. Bon. Alors, de mon temps, les sociologues, c'était des gens qui avaient d'autres formations, soit universitaires, comme Touraine, qui est un historien, soit dans la vie, par la pratique de la vie. Et puis on était, surtout à cette époque-là, après la guerre, on a été des gens qui étaient un peu des résidus de l'histoire. Si vous voulez, il y avait par exemple Desroches, qui était un prêtre défroqué, Naville, qui était un trotskiste défroqué, moi, qui me trouvais être un communiste défroqué. Enfin bref, on était des gens, en quelque sorte, qui ont été amenés à trouver leur voie dans le problème de la société. Mais pourquoi ? Parce que, effectivement, on se posait, on croyait le problème de la connaissance de la société est un problème central. Parce qu'on avait à la fois une obsession de connaissance et de politique qui n'était pas satisfaite, où on pensait que la politique était mauvaise. Alors on avait cette préoccupation. Alors que maintenant, vous fabriquez des sociologues, en effet, comme vous le dites, en trop grand nombre. Et surtout, vous fabriquez des sociologues pour un rôle, à mon avis, faux, qui est un rôle d'expert. Parce que moi, ce que je refuse, n'est-ce pas, c'est pour ça, dans le fond, je n'aime pas qu'on me dise sociologue. C'est parce que pour la plupart des gens, un sociologue, c'est qu'un expert. Comme vous avez des experts en pétrole, des experts en énergie. Or, vous remarquez que, par exemple, les experts en pétrole et en énergie se sont absolument trompés quand ils ont amené, n'est-ce pas, la politique des pays occidentaux à tout miser sur de pétrole dont les sources étaient évidemment aléatoires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est quelqu'un qui se trompe. C'est-à-dire, il se trompe pour l'avenir. Il sait peut-être ce qui va se passer dans le passé, mais c'est déjà passé. Alors, le mot d'expert, sociologue, est absolument ridicule. Alors, on pourrait vous appeler un intellectuel. Appelez-moi un antisociologue, déjà. Mais employons le mot intellectuel. Oui. Parce qu'enfin, vous êtes, à mon avis, le modèle de ce qu'on appelle un intellectuel, et un intellectuel français. Avec ça comporte de prestige, comporte de prestige, et aussi peut-être une certaine connotation un peu ironique de la part du grand public. Alors, est-ce qu'il faut les défendre, les intellectuels? Écoutez, d'abord, si vous voulez, je crois qu'il faut les définir. Pour moi, donc, un intellectuel se définit par son mode de production, si vous voulez. Il travaille sur des idées. Il travaille sur des idées, il accorde de l'importance aux idées. C'est ce qui fait, par exemple, la différence de ce qu'on appelle les intellectuels d'autres membres de l'intelligentsia, comme les techniciens qui travaillent avec la tête, parce que tout le monde travaille avec la tête. Surtout l'ouvrier, parce qu'il doit beaucoup penser, n'est-ce pas, ce qu'il va faire de ses mains. Mais l'intellectuel, lui, il travaille sur de l'abstraction, d'où une tendance à avoir une pensée abstraite et décollée du réel. Alors, l'intellectuel moderne est l'héritier, à la fois, si vous voulez, lointain du prêtre, du mage, c'est dans le sens où c'est celui qui produit l'idéologie ou les mythes de la société, ou de la politique. Et dans un autre sens, il est l'héritier
de ces philosophes de l'époque des Lumières, c'est-à-dire c'est lui qui produit la critique des mythes. Alors, les intellectuels, ils font deux choses contradictoires. Ils produisent des mythes et puis ils les critiquent. Bien entendu, ils critiquent les mythes des autres. Alors, l'intelligentsia, c'est ça son drame, c'est que c'est elle a toujours tendance à se laisser envahir par la mythologie qu'elle secrète, et puis en même temps, elle fait elle-même, si vous voulez, le travail de critique et de sape. Mais comment se fait-il que dans les pays totalitaires, c'est les premiers qu'on enferme et qu'on poursuit, les intellectuels? Parce que justement, dans les pays totalitaires, il faut qu'il y ait le monopole de l'idée. Il n'y a qu'une seule idée vraie. Or, le marché des idées est très dangereux parce que ça crée une pluralité et une concurrence des idées. Or, dans les idées, disons, c'est pas nécessairement comme en économie où la mauvaise monnaie chasse la bonne. Vous pouvez avoir au contraire la bonne idée qui peut chasser la mauvaise. Alors, il est évident qu'il y a besoin du contrôle sur les idées et la vassalisation de l'intellectuel. Alors, on pourrait faire une première conclusion. Là où il y a des intellectuels, la liberté règne. Là où il y a pluralité d'opinions et d'idées, parce que vous avez des intellectuels vassalisés, il faut qu'il y ait une pluralité. D'ailleurs, comme dans tout, n'est-ce pas, la science, la science ne progresse que parce qu'il y a une véritable anarchie épistémologique, c'est-à-dire des contradictions entre des points de vue théoriques fondamentalement opposés. Et la politique, il n'y a de liberté politique que tant qu'il y a pluralisme politique. Et pour les intellectuels, il n'y a de vrais intellectuels qu'à condition qu'il y ait les conditions d'exprimer les idées. Nous sommes en 1981. Vous êtes devenu, au cours des 15 ou 20 dernières années, un des grands de la sociologie contemporaine. Alors, beaucoup de vos livres, Introduction à une politique de l'homme, Autocritique, Les stars, La rumeur d'Orléans, L'homme et la mort, ont été écrits il y a plus de 10 ans. Vous y annonciez une crise gigantesque. À cette époque-là, tout le monde était dans l'optimisme. Les choses ont changé. Effectivement, il y a eu une crise. Eh bien, est-ce que, selon vous, cette crise et les changements qui en découlent se déroulent comme vous l'aviez prévu? Écoutez, j'avais annoncé, mais pas prévu. C'est-à-dire qu'effectivement, dans mes écrits des années 58-60, notamment L'Esprit du temps, qui est de cette année, et puis après dans mon livre Introduction à une politique de l'homme, que j'ai écrit en 62, qui est apparu en 63 ou 5, je ne sais plus très bien. En effet, j'annonçais une crise qui après est apparue comme la crise culturelle, c'est-à-dire que notre civilisation, en semblant résoudre, qu'on appelait à l'époque la société industrielle, la société technicienne, du bien-être, de la consommation, apparemment, elle semblait résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité, la misère, la faim, elle semblait égaliser les conditions, elle semblait créer aller de pair avec la démocratie, elle semblait instaurer la paix. Mais à l'époque, je sentais qu'elle allait créer beaucoup plus de malaise, de contraintes, de nouvelles inégalités, de nouveaux problèmes qu'elle n'en résolvait. Donc j'ai vu en creux cette crise surgir. Mais je n'ai pas prévu, pas plus qu'un autre, qu'elle allait sortir en 68. Ma seule différence, en effet, c'est que j'avais prévu la crise. Alors donc, je n'ai pas prévu les formes. Mais ce qui s'est passé après, c'est que cette crise culturelle, sur cette crise culturelle, s'est greffée une crise tout à fait différente, qui est la crise économique, elle-même qui est en relation avec les événements internationaux, notamment tout ce qui a trait à la crise de l'énergie et au renchérissement du pétrole. Alors il y a eu un télescopage de deux crises. Une rencontre hasardeuse, due au hasard? Il y a un aspect aléatoire, parce que je crois, si vous voulez, que ce qui n'est pas le hasard, c'est l'état heurté, n'est-ce pas, et chaotique de la planète, n'est-ce pas, sur le plan politique où nous sommes. Mais cela dit, la crise, disons, on peut supposer un univers où la crise, disons, issue des événements du pétrole ou du chaos économique international serait revenue 10 ans plus tard ou 10 ans plus tôt. Enfin, alors, il y a une rencontre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas la crise culturelle qui a créé la crise économique. Mais les deux se sont trouvés désormais associés. Et maintenant que nous sommes dans la crise, je dirais que le pouvoir de prédiction, en ce qui me concerne, est perdu. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est un moment où les incertitudes sont beaucoup plus grandes, n'est-ce pas, qu'avant qu'il y ait la crise. Et une crise peut avoir plusieurs issues tout à fait différentes, régressives, progressives, des transformations énormes, ou bien elle peut rétablir un statu quo. Alors, ce que je crois aujourd'hui, c'est que
C'est la conscience de cette crise qui est importante et non plus la prévision de quelque chose d'autre. Cette crise a-t-elle modifié l'idée personnelle que vous faisiez de l'homme dans la société ? Vous savez, l'idée de l'homme dans la société est une idée qui doit sans cesse être repensée parce que c'est très complexe. Parce que vous ne pouvez pas concevoir l'individu comme, si vous voulez, un simple segment d'un tout qui serait la société. Parce que, d'abord, les sociétés n'existent que parce qu'il y a des interactions entre individus vivants. Supprimer les individus, il n'y a plus de société. Il y aura des pierres, des immeubles pendant un certain temps, des écriteaux, mais qui n'auront même pas de sens puisqu'il n'y aura personne pour les lire. Une société, c'est les individus qui produisent la société. Mais une fois que cette société existe en tant qu'entité, elle rétroagit sur les individus. Autrement dit, les individus font la société, mais qui les fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui, à des systèmes d'éducation, de culture, leur apprend à être, à se développer, ou au contraire, les empêche de se développer. Donc, la relation est très curieuse, c'est que c'est un peu, disons, pour employer une image, comme les cellules de notre organisme. Nous avons 13 milliards, ou 30 milliards de cellules dans notre organisme, qui ont chacune un relatif degré d'autonomie. Et bien entendu, ce sont leurs interactions qui nous font, mais elles ne savent pas, elles, n'est-ce pas, qu'elles nous font. Alors que nous savons, nous pouvons savoir un peu ce que c'est la société. Alors, nous sommes de ces cellules qui faisons un organisme, c'est un organisme sans lequel ces cellules n'existeraient pas non plus. Et c'est cette relation un peu en boucle, n'est-ce pas, qui est le phénomène extraordinaire. Et il y a en même temps une relation contradictoire, parce que dans un sens, nous avons besoin, notre besoin d'autonomie a besoin de limiter les contraintes de la société, sinon la société devient totalitaire. Mais la société elle-même a besoin d'un certain nombre de contraintes sur les individus. Et nous avons une relation à la fois symbiotique, c'est-à-dire que nous sommes le même être, c'est-à-dire que nous faisons partie de la société qui fait partie de nous-mêmes, et en même temps nous avons un antagonisme. Et c'est cette relation qui est très difficile à penser, mais qui dans des périodes de crise, comme mai 68, effectivement, montre son caractère contradictoire et riche. Nous reviendrons à l'idée de société, mais je voudrais maintenant qu'on parle d'un livre qui a été un livre de vous, qui a été un événement dans votre œuvre et dans l'étude des sociétés. Ce livre, c'est La rumeur d'Orléans. C'est basé sur un fait précis que je voudrais que vous rappeliez rapidement. Eh bien oui, c'est en 69, dans le printemps 69, il y a eu une rumeur à Orléans, d'après lesquelles une traite des Blanches était organisée par l'intermédiaire d'un certain nombre de boutiques de confection pour jeunes filles. C'est-à-dire qu'à l'occasion des essayages, ces jeunes filles étaient soit piquées, soit disparaissaient dans des trappes. On les endormait et de là, on les acheminait, n'est-ce pas, endormis, vers des lieux de prostitution exotiques. Alors le caractère particulier, c'était que cette rumeur concernait des boutiques dont tous les commerçants étaient juifs. C'est-à-dire qu'elle ne concernait pas les autres boutiques de prêt-à-porter, mais ceux-là même. Alors, cette rumeur s'est enflée, c'est-à-dire que beaucoup de gens y ont cru, surtout jeunes filles, femmes, jeunes gens, un peu moins les hommes, et qu'il y a eu même, disons, un début de panique, de menace contre certains commerçants. Et à ce moment-là, si vous voulez, la rumeur, elle a quitté le domaine confiné de la petite ville, et des journaux ont été alertés. Alors, il y a eu visite des journaux de Paris, Le Monde, Nouvel Observateur, etc., et qui ont fait des articles. Et moi, quand j'ai vu ces articles, je pensais que c'était des événements tout à fait stupéfiants. Et le hasard a voulu à ce moment-là que on m'a proposé de faire une enquête sur le sujet. Alors, à l'époque, j'avais une petite équipe volante de sociologie du présent, et nous sommes allés à Orléans. Alors, quelle était la méthode? La méthode, si vous voulez, consistait bien entendu à voir les gens qui avaient été victimes, n'est-ce pas, de les faire parler, mais surtout d'essayer de voir quelle était la source de la rumeur et comment elle s'était répandue. Et alors, nous avons pu nous répandre dans la ville en suivant différents milieux sociaux. C'était nombreux? Non, on était 5. On était 5. Et du reste, on a passé, je crois, 3 jours et 3 nuits, et en se rencontrant très souvent, en faisant part des résultats de nos observations, et en repartant dans la nature. C'était comme une stratégie, n'est-ce pas? Et au bout de 3 jours et 3 nuits, tous les résultats qu'on avait concordaient. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'enquête parce que j'ai dit, maintenant, on n'apprend plus rien de nouveau.
Et alors, si vous voulez, ce qui était intéressant à analyser à ce moment-là, c'était que d'abord cette rumeur n'était partie de rien, parce que ça aurait été intéressant s'il y avait une disparition au départ. Il n'y en avait pas. Par contre, les gens qui transmettaient la rumeur étaient certains du fait. Ils disaient « oui, je le tiens de mon cousin qui lui-même l'a vu de ses propres yeux, ou le tient du policier qui... » La rumeur était folle, mais en même temps, les gens y croyaient. Pourquoi elle était folle? Parce que c'était curieux quand même que s'il y avait tellement de disparitions, la police n'en parle pas. Ou bien alors, il fallait que la rumeur dise ben, tous les policiers sont complices. Ça devenait une rumeur de plus en plus démente. Alors, ce qui était intéressant, c'était d'analyser comment il y avait à la fois jonction d'une crainte diffuse et à partir d'une réalité, disons, qui est la peur de la traite des blanches, parce que c'est un phénomène qui existe. Il y a beaucoup de jeunes filles naïves qui, à un moment donné, se font séduire, et puis après, enfin, c'est comme ça que se fait la prostitution en partie, n'est-ce pas? Alors donc, comment il y a eu jonction entre ce thème de la traite des blanches et le thème du juif? C'était ça qui était intéressant à analyser. Je vous épargne le détail. Mais ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est que on a fait l'hypothèse qui s'est avérée juste, c'est qu'il fallait trouver l'explication non pas dans quelque chose de spécifique à Orléans même, mais dans quelque chose qui tenait à ce type de ville moyenne, assez déstructurée par rapport à la cité traditionnelle, dans lequel le centre de la ville n'était plus le centre rassurant d'avant, n'est-ce pas, où il y avait la cathédrale, l'église, la mairie, mais c'était un lieu comme ça qui déjà la nuit devenait désert, où il y avait une poussée, une montée des jeunes filles, n'est-ce pas, une émancipation des jeunes filles, enfin des jeunes filles à l'âge encore entre 15 et 17 ans, qui se manifestaient dans leur toilette, dans tout ça, mais avec quand même une peur sous-jacente, disons, de cette sexualité dont en même temps elles avaient envie, tout un climat qui permettait de comprendre certains rêves et, bien entendu, essayer de comprendre comment ces rêves avaient pu cristalliser ou réveiller quelque chose de très ancien, qui est le mythe du juif dangereux. Et alors vous-même, vous dites dans ce livre qu'il y a deux façons de faire de la sociologie. Il y a celle qui s'appuie surtout sur les statistiques et les courants réguliers, et puis la vôtre qui, vous le soulignez, s'appuie sur le phénomène, l'événement, la crise. Hein. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous êtes proche d'un romancier quand vous êtes un sociologue qui s'appuie sur l'événement ou la crise? Je serais plutôt proche du docteur ou du thérapeute, parce que vous savez que crisis, c'est un mot de médecine, n'est-ce pas? Ça veut dire ce qui permet le diagnostic. C'est au moment de la crise, disons, que le docteur, enfin le médecin, pouvait faire son diagnostic. Un exemple. Écoutez, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est mes études sur le vif au moment de mai 68, parce que mai 68 est un événement stupéfiant que personne n'avait prévu à l'avance, que tout le monde a prévu après, bien entendu. Et puis en plus, qui surgissait à la façon d'une crise, n'est-ce pas? Paralysie progressive des instances de l'État, toute la société s'arrêtant, retour d'un refoulé social. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant dans l'idée de crise, c'est de se dire, mais ce qui n'est pas visible en temps normal, parce que ça reste dans les souterrains et dans les sous-sols de la société, c'est ça qui peut surgir au moment de la crise et qui, à ce moment-là, peut nous faire comprendre des processus qui, sinon, nous resteraient invisibles. Et de plus, les crises peuvent être des accélérateurs de l'histoire, c'est-à-dire précipiter le mouvement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la théorie de l'évolution. Parce que l'évolution n'est jamais une chose frontale. L'évolution, c'est toujours, à un moment donné, un phénomène déviant qui, en s'accroissant, provoque une tendance, et laquelle tendance, en se développant, elle-même finit par devenir la tendance dominante. Et c'est comme ça qu'on est passé, par exemple, du féodalisme au capitalisme, du règne des seigneurs à celui de la bourgeoisie. C'est comme ça que tout commence par l'arrivée. Au début, qu'est-ce que c'est que cette bourgeoisie? Ce sont des baladins, des marchands, des gens périphériques qui sont là pour flatter les seigneurs et leur offrir des choses de luxe. Et puis ils s'installent, ils s'incrustent, comme le virus, dans un corps. Et puis ces virus font péter l'ancien corps et avec les débris reconstituent un nouveau corps. Alors une évolution, ça a été toute l'erreur des futurologues, justement, des années 60, de croire que c'était les tendances dominantes de l'époque qui allaient continuer dans le futur. Il s'agissait de leur donner un coefficient de croissance. On dit croissance industrielle plus 4%, augmentation du niveau de vie plus 3%, etc. On croyait que tout allait continuer. Alors que ce qui est intéressant, c'est le phénomène déviant qui, lui, va devenir peut-être le phénomène principal. Et c'est pour ça qu'il y a la fascination des crises. Alors, donc, pour moi,
68, si vous voulez, une crise, ça nous réveille de notre sommeil. Parce qu'on a des théories, on croit qu'elles fonctionnent bien. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit que l'événement surgit, que notre théorie n'avait pas prévu. Alors en ce moment, on se dit, il y a quelque chose dans la réalité dont ma théorie n'avait pas pris conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et ça réveille l'activité intellectuelle. Et c'est pour ça que je trouve que rien n'est plus stimulant que la crise, sinon la sociologie, n'est-ce pas, c'est du pur ronron. Oui, mais les sociétés ont très peur des crises. Les sociétés ont très peur, et puis en même temps, elles ont des aspects purificateurs. Il y a eu par exemple, le début de mai 68 était un moment de joie et de jouissance. À ce moment-là, du reste, la plupart des cabinets, des médecins, des psychiatres, des psychanalystes étaient désertés, puisque vous parliez tout à l'heure du rapport homme-société. C'est-à-dire que quand la société est en bonne santé, les individus sont parfois très malades, n'est-ce pas? Ils ont des maux de tête, des maux de ventre, de l'aérophagie. Et puis dès que la société s'arrête, l'individu ne sent plus cette contrainte invisible, et puis il est content, il parle, il s'épanouit. Alors, il y a ça qui est intéressant. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que moi, dans les périodes de crise, comme mai 68, ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer le jeu avant que tout soit fini, parce que quelqu'un qui veut penser la société, c'est un parieur, il dit, voilà ce que je crois, et puis après l'événement montre qu'il s'est trompé ou qu'il a eu raison. Et ce que je déteste, ce sont les gens qui, toujours a posteriori, vous disent ce qui s'est passé en Chine, etc. Alors que quand vous voyez tous les témoins contemporains qui ont écrit sur la Chine, parce que je parle de cet exemple à l'époque de Mao, ils ont tous répété comme des perroquets, n'est-ce pas, ce qu'on leur disait du point de vue officiel. Et que le vrai sociologue est celui qui voit au-dessous du langage officiel et au-dessous des apparences. Alors, je m'adresse aux vrais sociologues. Comment définissez-vous ou définiriez-vous aujourd'hui notre société? Technicienne, de production, de consommation, de plaisir, libérale, capitaliste? Mais tout cela à la fois. Parce qu'une définition de la société ne peut pas être unidimensionnelle, selon mon point de vue, parce que ce sont des facettes d'une chose qui se définit par plusieurs traits. Notre société n'est pas que libérale, mais elle n'est pas que capitaliste. Elle n'est pas que de bien-être, elle est aussi de mal-être et de misère. Et pour comprendre la société, c'est une erreur de croire qu'il y a un maître mot qui va la définir. L'erreur des sociologues, de beaucoup de sociologues, a été d'avoir mis l'étiquette dans les années 50, 60, c'est la société industrielle. Après, quand ils ont vu que ça changeait, ils disent, ben, tiens, c'est la société post-industrielle. Et après, on dit, oui, c'est la société informatique, c'est la société technocratique, Mais tous ces mots sont justes, mais pourquoi vouloir donner un maître mot qui réduise la complexité et la variété de la société dans une formule unique? Alors, essayons de définir notre société par rapport à une autre société. Il y a deux sociétés qui s'affrontent aujourd'hui, celle de l'Est, dite socialiste, et puis les capitalistes. Alors, pour vous, où est la différence fondamentale? Mais déjà, votre question est un peu gênante pour vous. Vous dites la différence. Peut-être qu'il y a des différences. Et de toute façon, il faut partir du point de vue que nos sociétés sont, je dirais, pas très bien élucidées, mais nous voyons très bien comment elles fonctionnent. C'est-à-dire que, en effet, il y a, du point de vue économique, c'est la prédominance de l'économie privée et du capitalisme. Et sur le plan de vue politique, c'est effectivement la prédominance d'un système de pluralisme pluripartiste. La société de l'Est est très énigmatique parce qu'elle est différente aux deux niveaux. Au niveau économique, elle est dite socialisée ou soviétisée. En fait, elle est étatisée. Mais au niveau politique, effectivement, ce n'est pas l'État, mais sur l'État, vous avez quelque chose qui est l'appareil du parti qui contrôle tout et qui est un système que l'on peut appeler totalitaire dans le sens qu'il concentre en lui pas seulement le pouvoir politique, le pouvoir administratif, mais aussi le pouvoir policier, le pouvoir militaire et le pouvoir, je dirais, religieux, c'est-à-dire la possession de la vérité, puisque c'est la direction du parti qui possède la science de l'histoire, c'est-à-dire l'interprétation correcte du marxisme-léninisme. Alors voici ce système totalitaire, mais nous n'avons pas encore bien élaboré les concepts pour le comprendre, parce que nous sommes dans une époque où sortent maintenant des livres comme la Nomenclatura, après le livre de Zinoviev sur l'avenir radieux, après Solzhenitsyn, et on se rend compte que sous différents aspects, cette société change. Sous l'aspect Solzhenitsyn, vous voyez avant tout cette énorme organisation concentrationnaire du goulag. Sous l'aspect Zinoviev, vous voyez au contraire que
La plupart des gens, après tout, se débrouillent dans cette société qui leur enlève la responsabilité de leur destin et ils se débrouillent, ils trichent, etc. Sous l'aspect nomenclatural, vous voyez que c'est une sorte d'élite hiérarchisée au sommet de laquelle vous avez une élite, mais qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. C'est pas comme l'élite de la cour du pharaon, ce n'est pas la power élite des intellectuels. Alors, donc, il nous faut des instruments pour comprendre cette société, mais les différences, elles sont absolument évidentes. Seulement, il ne faut pas les limiter à la simple opposition, disons, pluripartisme et totalitarisme, ou bien la simple opposition entre économie dite collectivisée et économie capitaliste. Dans la mesure où un consensus s'est établi entre les partenaires sociaux, travailleurs et entrepreneurs, les uns et les autres ayant intérêt à ce que le système fonctionne. Alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce qui a été l'idée de la lutte des classes va être abolie, va disparaître, n'existe plus? Pas du tout. Ce qui disparaît, c'est la fausse idée magique de la lutte des classes, mais qui est tout à fait compatible avec le consensus. Prenez par exemple la société américaine. Eh bien, c'est une société dans laquelle il y a un consensus. Mais pourtant, il y a lutte des classes, c'est-à-dire il y a des conflits très violents, par exemple, entre ouvriers et patronat. C'est le pays où vous avez les grèves les plus longues. Autre exemple, quand on est aux États-Unis, on est frappé, par exemple, dans les restaurants, dans les bars, d'avoir des servantes très âgées, très vieilles et un peu fripées. Et on est très étonné de voir dans ce pays, n'est-ce pas, où ils veulent tout faire pour attirer le client, qui n'est pas de jolie fille. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un syndicat très bien organisé des servantes de restaurants qui fait qu'ils obligent le patronat à maintenir jusqu'à l'âge de la retraite ces servantes au lieu de les vider comme on le fait ailleurs. Donc moi je crois que il faut combiner les idées de lutte des classes à l'étude de la réalité sociale. Il ne faut pas en faire un mot magique qui explique tout, parce que si tout n'était que lutte des classes, il n'y aurait aucune société qui ne pourrait exister. Mais il ne faut pas faire comme si ça n'existe plus, puisqu'on masquerait le caractère conflictuel même des sociétés les plus homogènes et les plus intégrées. J'ajoute qu'en Suisse, vous avez ce phénomène qui existe dans d'autres pays, mais plus poussé, c'est-à-dire que toute une partie des catégories les plus basses de travailleurs dans la société sont confiées à des étrangers qui ont un sort très précaire et qui peuvent d'autant moins s'organiser qu'ils ont ce sort précaire. Oui, et qui n'ont pas le droit de vote. Et qui n'ont pas le droit de vote. Donc vous avez des phénomènes d'asservissement sans qu'il y ait lutte. Enfin, je ne prends pas l'exemple extrême qui est celui des camps de concentration, mais il est évident qu'entre les déportés et le garde SS, il y a une lutte potentielle qui n'est absolument invisible, parce que rien n'est plus obséquieux qu'un déporté. Il est au garde à vous. Mais dès que les conditions changent, il prend les armes. Donc le phénomène de conflit est dans toute société, mais il se présente différemment selon les sociétés. Est-ce qu'il est sain, ce phénomène de conflit? Mais écoutez, il n'y a pas de vie sans désordre et sans discorde. Bien entendu, s'il n'y avait que désordre, il n'y aurait pas de vie, et s'il n'y avait que discorde, il n'y aurait pas de vie non plus.